Faites entrer d'écriture, 32e épisode. Créer des liens entre les publics et les œuvres. Entretien avec Armelle Stépien de la Maison de la Poésie à Paris. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la Maison de la Poésie à Paris, un lieu qui est assez central pour moi, et pas seulement parce qu'il se trouve au centre de Paris, vers Châtelet, passage Molière. La Maison de la Poésie, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je crois. Une fois, j'y avais interrogé les poétesses Séverine Daucourt et Anne Mulpa. Je suis allée y écouter Marc Dufaux, que j'ai également interrogé une autre fois. Et même, à un moment, je tentais d'y aller une fois par semaine pour écouter des auteurs que je connaissais, mais aussi des auteurs dont je ne savais rien. Donc cette fois-ci, j'y retourne pour interroger Armelle Stépien. Armelle que je connais pour avoir travaillé avec elle, Séverine et Anne, sur des projets communs, que je ne fais que croiser, avec laquelle je déjeune une fois par an peut-être, avec laquelle il y a une sorte de sympathie immédiate, mais qu'en fait je ne connais pas tellement, et puis finalement je ne connais pas tellement son métier. Les métiers autour de la littérature, il y en a certains qui nous semblent évidents, éditeur, critique littéraire, libraire, mais il y en a d'autres qu'on connaît moins, et je voudrais profiter de ce podcast par moment pour les faire découvrir. Donc allons-y. Prenons la ligne 11, descendons à Rambuteau, station où immédiatement apparaît le centre Georges Pompidou. Avançons, tournons à droite, rendez-vous passage Molière. Il fait gris, il fait très froid, on est en hiver. Je passe devant le roi Merlin qui expose des plantes. Un camion qui décharge je ne sais quoi. Et voilà Armelle qui me voit par la fenêtre. Bonjour Coucou, Anne. Armelle, ça va? Bienvenue. Donc Armelle m'accueille très chaleureusement, comme vous pouvez l'entendre. Nous discutons de choses et d'autres. Elle sait que j'ai emménagé. Je l'ai croisée par hasard devant mon immeuble il y a quelques semaines. Et puis donc on descend dans la bibliothèque de la Maison de la Poésie. Et si je dis qu'on descend, c'est parce qu'elle se trouve au sous-sol. Et la première question que je lui pose paraît un peu idiote, mais j'ose lui demander comment on prononce son nom de famille. Parce que tout bêtement, j'ai toujours vu son nom écrit, dans les mails par exemple. Mais quand je la vois, je l'appelle Armelle. Et du coup, je ne sais pas comment on prononce son nom, tout simplement. Mon nom de famille, on le prononce Stépien, Oui. mais il est d'origine polonaise ce nom. Et en polonais, on le dit Stampień. Il y a un accent sous le E et un accent sur le N. Et moi-même, je ne sais même pas s'il faut mettre un accent sur le E ou pas. Alors je me suis inspirée de Pérec, quand même, quelle référence. Parce que Pérec avait tenu à ne pas mettre, si j'ai bien compris, d'accent sur le E pour justement rappeler aussi ses origines. Alors je me suis dit, puisque j'hésite à mettre un accent, je ne vais pas en mettre. Mais en ce moment, je suis en train de me dire que je vais remettre l'accent sur le E, mais je ne sais pas pourquoi. Alors voilà, à peine commence-t-on à parler que déjà la littérature intervient, la littérature apparaît. Nous laissons de côté cette question du nom, et puis je lui pose la question de savoir ce que c'est que son métier. Je suis venue au départ pour ça. Quand nous intervenons avec Anne et Séverine lors d'une formation destinée aux enseignants, parce que c'est ce que nous faisons, nous intervenons une fois par an pour aider les enseignants que ça intéresse à accueillir ensuite un écrivain dans leur classe. Eh bien, à chaque fois, Armelle fait l'interface entre l'éducation nationale, la Maison de la Poésie et nous. Et c'est grâce à elle que nous trouvons notre place. Mais je pense que ce n'est qu'une toute petite partie de son travail. Donc, je commence tout simplement par lui demander « Comment tu pourrais définir ton métier ?» Le titre sur la carte de visite, c'est responsable du développement et de la médiation culturelle. Dans médiation culturelle, il y a le fait d'être comme une sorte de passeuse pour amener la littérature, l'écriture à des personnes, et ça peut être tout type de personnes, mais nous avons fait le choix à la Maison de la Poésie d'aller vers des personnes qui sont éloignées des pratiques de l'écriture et parfois de la littérature, éloignées pour plein de raisons. Ça peut être des raisons géographiques, mais c'est aussi des barrières plus symboliques. Des personnes, par exemple, qui ne parlent pas
bien le français qui viennent d'arriver en France, ce qu'on appelle des personnes migrantes ou exilées, mais aussi des personnes qui sont dans des centres d'hébergement d'urgence. On travaille beaucoup avec des personnes qui sont sans abri ou logées de manière très temporaire dans des centres d'urgence ou dans des hôtels sociaux et qui parfois n'ont plus l'usage de la parole puisque assez sidérés par des situations de grande violence qu'ils sont amenés à vivre chaque jour. Alors, avec ce métier de passeur, je rassemble autour de moi des écrivains, des écrivaines qui sont des personnes qui vont aller à la rencontre de ces personnes. Il y a aussi des élèves, bien évidemment. Et donc, les personnes que je rassemble, c'est à peu près par an une vingtaine d'auteurs, autrices qui vont aller à la rencontre de ces personnes dans le cadre d'ateliers d'écriture. Ça consiste à regrouper le maximum d'histoires vécues par des personnes de notre entourage ou de notre famille et les regrouper pour nous les raconter et nous faire partager des moments d'une vie qui auraient pu être touchantes ou vraiment importantes pour la personne. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la dimension médiation culturelle, ce rôle de passeur. Et puis, j'ai aussi dans mon poste cette dimension développement. Et le développement, c'est aussi bien le développement des publics, puisque nous sommes une maison de la poésie avec une scène, même 2 scènes, une salle de 160 places et une autre de 40 places. Et donc, la question des publics, c'est aussi comment notre programmation, lecture dessinée, lecture musicale, va rencontrer le plus grand nombre de publics, et on parle aussi de diversité des publics, pouvoir mélanger des publics. Donc ça fait partie de mon poste. Et là, on est dans quelque chose, je dirais, de plus classique, qui est faire la promotion de la programmation auprès d'un large public. Olivier Jodançon. C'est pas un nouveau lieu, c'est un nouveau projet. Celui qui consiste à vraiment faire de cette maison une maison dédiée aux auteurs, aux projets d'auteurs, inviter les écrivains selon toutes les façons de leur donner la parole, lecture, rencontre, débat, performance, et puis travailler beaucoup sur la lecture, par l'auteur, par des comédiens, avec des musiciens. Évidemment, le cœur de cette maison, c'est la poésie, mais je souhaite l'ouvrir à toute la littérature de création, parce qu'aujourd'hui, les genres circulent, s'hybrident, se fertilisent, voilà, donc toute la littérature de création dans cette maison. Donc le développement, c'est ça, aller vers des publics, faire venir les publics à la Maison de la Poésie. Et puis il y a aussi une part développement, ce qu'on pourrait appeler des ressources, pour trouver aussi des financements qui vont nous permettre de pouvoir mener des actions avec, par exemple, des fondations, des entreprises privées aussi, qui sont intéressés par cette dimension philanthropique d'aller vers des personnes éloignées de pratiques culturelles telles que l'écriture et la lecture, mais qui ne sont pas éloignées de pratiques culturelles qui sont proches d'elles. Enfin, évidemment, je tiens à préciser que toute personne a des pratiques culturelles, bien sûr, et là je parle spécifiquement de l'écriture et de la littérature. La ville est là, en contrebas. Il serait si simple de descendre prendre un café, acheter des magazines, téléphoner à quelqu'un, plonger dans la vie des autres et m'oublier. Mais je n'y arrive plus. Que m'arrive-t-il d'ailleurs ? Pourquoi cette difficulté à communiquer soudainement ? Donc ça fait beaucoup de compétences différentes, en fait, si j'entends bien, à la fois de relations tout simplement avec les gens, et c'est ce dont tu as parlé en premier, de programmation, et de mise en perspective, de projection vers ce qui va se passer après, quoi. Donc d'organisation aussi et de tissage de liens différents. Par exemple, moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ce que j'ai fait avec toi, c'est-à-dire travailler avec des enseignants. Donc là, on ne parle pas de gens qui sont éloignés des pratiques de lecture et d'écriture, mais qui par contre sont aussi des gens qui transmettent. Donc, ça fait beaucoup de transmission, etc. Comment tu organises ta journée ? Est-ce que tu changes de casquette au fil de la journée ? Comment tu fais ? C'est vrai qu'il y a en une journée des interlocuteurs extrêmement différents, et on a tendance à dire qu'on fait des grands écarts, parce que je peux être le mardi matin à la Halte Femme de l'Hôtel de Ville, qui est un centre d'hébergement pour les femmes, pour accompagner une écrivaine
à un atelier d'écriture pour faire le lien avec les partenaires, avec les femmes. Et je peux être l'après-midi avec le directeur de la Fondation pour le logement des personnes mal logées et travailler sur des budgets pour l'année prochaine. Donc c'est effectivement beaucoup de différents interlocuteurs. Et je pense qu'il faut avoir déjà le goût. Je pense que dans mon tempérament, il y a le goût du relationnel, puis aussi l'envie d'aller vers les autres. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je suis plutôt quelqu'un de timide. Donc c'est vrai que j'ai une plus grande facilité dans mon milieu professionnel à aller vers les autres parce que je me sens investie d'une fonction, alors que dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de discret et de réservé. Je suis vraiment dans cette démarche qui est de toujours construire les projets avec mes partenaires. Et ça, c'est un réel savoir-faire qui n'est pas très valorisé parce qu'on pense que monter des projets, faire des partenariats, c'est assez facile en fait, les relations publiques. Voilà, on boit un café, on discute. Non, c'est beaucoup plus souterrain de savoir bien mener des partenariats. Quels sont les objectifs d'un centre d'hébergement, qui ne sont pas les mêmes que ceux de la Maison de la Poésie, mais comment on se rencontre, comment on va développer nos activités. Mais j'ai aussi à mes côtés une personne, Sarah, avec laquelle je travaille vraiment en binôme, et puis une personne en service civique qui est beaucoup sur le terrain, de manière à toujours bien suivre les ateliers que nous menons. Donc, je dirais qu'une grande partie de mon travail, en effet, c'est quand même de la stratégie et de l'opérationnel. Mais je n'y arrive plus. Que m'arrive-t-il d'ailleurs? Pourquoi cette difficulté à communiquer soudainement? Le fait de connaître personne dans cette ville est ce qui me convient le mieux. Et tu disais tout à l'heure que c'était pas très valorisé, ces capacités qu'il faut pour construire tout ça, quoi. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Parce que je trouve que c'est intéressant, hein, parce que cette perception peut-être extérieure qu'on a, et que tu disais que ça a l'air facile de l'extérieur et que ça l'est pas en fait. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Je peux d'autant mieux revenir là-dessus que j'ai la chance de pouvoir enseigner moi-même le métier que je pratique à des étudiants à Sciences Po, qui sont en spécialité culture à l'école des affaires publiques. Et c'est justement, même eux me renvoient cette image en disant, quand on choisit cette filière de la culture à Sciences Po, et qui plus est dans la médiation culturelle, on nous dit toujours, attention, vous allez vers une voie de garage. Alors, voie de garage par rapport à quoi? Par rapport à faire de la production qui est beaucoup plus valorisée parce que c'est monter des projets financièrement, etc. Donc déjà, rien que ça raconte quelque chose. On confie davantage la médiation culturelle à des personnes en stage, à des personnes pas très formées en fait. Et je trouve qu'ici, à la Maison de la Poésie, le choix d'Olivier d'avoir pris quelqu'un comme moi, il y a déjà 7 ans maintenant, c'est-à-dire une personne senior dans mon âge et mon expérience, ça racontait déjà la volonté d'avoir quelqu'un d'expérimenté sur la question des partenariats, la question du développement. J'essaye d'être quelqu'un de fiable, c'est-à-dire d'être là. Et notamment, ça m'avait vraiment marqué, c'était pendant le Covid. Il y avait toujours quelque chose, pendant qu'on était en confinement, on n'a pas cessé de travailler, on a continué à tisser des liens avec les partenaires, d'autant qu'on était un peu sollicités pour mener des actions dans des centres d'hébergement, dans des hôtels sociaux, parce que tout était si dévasté et beaucoup de solitude. Et je me souviens que je me disais, peut-être de manière un peu mégalo au fond, sans doute même, mais il y avait ce côté où je me disais, Armelle, il faut être là, sois au rendez-vous, être là. Et c'est pas forcément genre prendre l'espace ou, comme on dirait, occuper l'espace, le terrain, voilà, c'est ça. Alors, il y a ce côté un peu occuper le terrain, oui, mais c'était surtout, voilà, il faut être fiable par rapport à tes interlocuteurs. Et c'est quelque chose que j'ai un peu toujours en tête. Je trouve ça assez génial, que c'est comme pour les ateliers d'écriture, quand on est dans des centres d'hébergement, dans des lieux de la maison des réfugiés, c'est se dire toutes les semaines, quoi qu'il arrive,
vous pourrez nous trouver là. Il y a un atelier qui est disponible. Et donc, quel que soit le chaos de la vie, quel que soit, même si vous ne pouvez pas venir, vous savez que tous les mardis matins, nous sommes au rendez-vous. Alors ça, c'est quelque chose qui me plaît, c'est de créer quelque chose qui serait de l'ordre d'une stabilité dans un monde et dans un contexte, sans parler du monde avec un grand M, mais même ne serait-ce que notre contexte de proximité qui est extrêmement chaotique, fébrile. Et donc, bon, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça peut être un peu, pas mégalo, mais en tout cas, ça m'investit, disons, d'une mission. Ça me donne un cap, la question de la stabilité, comme un peu une flamme qui continuerait de briller, au fond, d'être dans la lumière pour que ce soit un lieu. Olivier Chaudenson, il parlait de la Maison de la Poésie comme un lieu d'hospitalité aussi pour les écrivains et les écrivaines, parce que voilà, c'est un lieu qu'il dédie aux écrivains, aux écrivaines, pour qu'ils puissent avoir une scène. Hier soir, après avoir déposé mes affaires à l'hôtel, je suis allée dîner en terrasse. Il y avait encore du soleil et je portais mes lunettes noires. J'ai commandé une pizza et un verre de rosé. Je ne voulais rien d'autre que les rayons du soleil sur ma peau, la saveur du fromage fondu dans ma bouche. Assumer d'être une femme seule en terrasse un soir de week-end, une femme plus toute jeune, une femme qui passe inaperçue. Cette invisibilité m'est tombée dessus du jour au lendemain, plus rien, plus d'attention, plus d'interaction. Je l'ai encore vérifié hier dans la rue. Jusqu'ici, je pouvais encore avoir un doute. C'était la vie parisienne qui voulait ça, les gens pressés, moi-même prise dans mes habitudes, tête baissée sur le bitume gris ou sur mon écran pixelisé. Mais ici, dans la lumière criante du sud, avec tous ces gens que j'ai croisés, pas de regard échangé, pas de considération. Je suis noyée dans la foule, anonyme. Plus personne ne se retourne sur moi. D'une certaine façon, c'est reposant. Je n'ai plus à être sur le qui-vive. On me fout la paix. Mais j'en ai perdu la parole. C'est comme s'il fallait me redéfinir. Et je ne sais plus qui je suis. Revenons un peu en arrière, tu dis que ça fait 7 ans que tu es là. Comment tu es arrivée ici? Et en fait, est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours à toi? Qu'est-ce que tu avais envie de faire, je sais pas, quand tu avais 18 ans et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses ce métier maintenant? Même avant mes 18 ans, je pensais au métier de l'esthétique. Je n'étais pas entourée d'un milieu très littéraire, loin de là d'ailleurs. Alors voilà, je pensais esthéticienne, prendre soin des femmes, leur apporter, voilà, leur apporter quelque chose qui peut faire qu'elles se sentent belles, qu'elles se sentent bien. Donc voilà, c'était quelque chose comme ça. Et puis, finalement, grâce à la bibliothèque, j'habitais à Villepinte, et il y avait une bibliothèque donc, dans le 93, et une bibliothèque à Tremblay en France qui faisait des animations, parfois. On était toujours 3-4, mais néanmoins, j'étais là. Et grâce à une animation dans ma médiathèque à Tremblay en France, j'ai rencontré un comédien qui s'appelle Rufus, et qui... J'étais jeune, j'avais peut-être 17 ans, et qui a parlé en fait d'un spectacle qu'il était en train de faire à Paris. Et ça m'a ouvert des perspectives en fait. C'était autour de Beckett, je me souviens. Je crois que c'était En attendant Godot. Je n'avais rien compris vraiment au thème de cette pièce, mais j'avais été assez embarquée par le goût lui-même de la littérature qu'il a transmis à ce moment-là. J'ai même joué une... C'est pas une pièce, puisque normalement c'est un roman, c'est un monologue de 150 pages qui s'appelle L'Innommable. L'Innommable. Donc normalement on n'a pas le droit de le jouer, puisqu'on ne peut pas le nommer. Cette œuvre de Beckett avec laquelle je me suis trimballé dans le monde, quelquefois j'étais dans la forêt amazonienne et la seule chose que j'avais avec moi c'était le texte de Beckett. Et ça me faisait du bien, ça m'aidait à vivre. Voilà, donc en fait, ma référence sur comment vivre, c'est cet homme et son œuvre.
Et ce qui me vient comme ça, tu vois, c'est drôle parce que quand tu parles d'une rencontre qui aurait pu me marquer, finalement, je pense à quelque chose qui a été une mise en difficulté et qui a été une leçon par ailleurs sur la question de la place. Je pense, j'étais encore jeune, je travaillais au Théâtre de la Colline, mais c'était dans le cadre déjà d'un atelier d'écriture, parce que ce que je n'ai pas dit et qui est fondateur pour moi, ça a été la rencontre avec François Bon. François Bon, il a dirigé des ateliers d'écriture au Théâtre de la Colline, et ça a été pour moi, pour moi, c'est pourquoi je suis ici, c'est certain. Si je fais le travail que je fais, c'est parce que François Bon faisait des ateliers d'écriture, ce qu'on appelait à l'époque des IUFM, formation des maîtres. Donc je l'ai suivi, j'ai fait même mon mémoire de maîtrise et de DEA sur les ateliers d'écriture menés par François Bon à l'usage des enseignants. Donc c'était quand même tous les samedis matins aussi, on avait un atelier d'écriture avec François Bon et avec Jacques Serena aussi, le deuxième auteur qui m'a énormément appris. Et le samedi matin au Théâtre de la Colline avec Jacques Serena, cet atelier d'écriture, avec des personnes du quartier du 20e arrondissement, des femmes en grande difficulté, des femmes à la rue, la mission locale avec des jeunes plutôt en dérive aussi. Mais cet atelier rassemblait comme ça plein de personnes différentes. Et je me souviens d'une femme qui avait un gros souci sur le plan gynécologique, qui s'était confiée à moi un samedi matin en disant qu'elle... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, j'ai trouvé que la situation me semblait assez préoccupante. Et donc, ma propre gynécologue étant dans le quartier, j'ai pris rendez-vous pour cette femme en disant qu'il était impératif qu'elle aille consulter. J'ai avancé les frais, etc. On a réussi à avoir un rendez-vous assez vite. Et en fait, donc le rendez-vous a eu lieu. Je ne sais pas après ce qui s'est passé. Elle était dans de bonnes mains, on va dire. Mais le lundi, j'ai reçu un appel de la personne de la mission locale qui, en fait, était la référente de ce groupe de femmes qui étaient là et qui m'a engueulée, en fait, qui m'a dit « Armelle, là, ce que tu as fait, ce n'était absolument pas à toi de le faire. » En gros, j'ai compris à ce moment-là, enfin, j'ai été très vexée et je me suis sentie prise en faute et j'ai trouvé que c'était... Enfin, voilà, c'était pas agréable, mais elle m'a fait comprendre, et c'est comme ça peut-être que maintenant je comprends mieux ce que c'est que le partenariat, que ma place à moi, elle était voilà, du côté du Théâtre de la Colline, de l'écriture, mais que si il y avait une femme qui avait un problème qui relevait d'un autre ordre, il fallait que je l'appelle, enfin voilà, ou que je mette en relation avec son interlocutrice, finalement, sa référente. Et c'est quelque chose que j'avais trouvé un peu injuste sur le moment, parce que je pensais bien faire. Et je fais juste une petite parenthèse, parce qu'en ce moment, je réfléchis à ça. Enfin, j'aimerais beaucoup mieux appréhender qu'est-ce que c'est aussi que de travailler vers des personnes en difficulté, etc. Le côté bien faire, belles âmes, voire dames patronnesses. Enfin, je me rends compte que dans ce milieu, il y a aussi des intentions voilà, qui sont à questionner. Et c'est sans jugement que je dis ça. C'est vraiment une interrogation. C'est qu'est-ce qui fait aussi que... Voilà, qu'il y a cette flamme pour avoir envie de bien faire avec des personnes qui, des fois, nous ont rien demandé. Donc, ça m'a marqué parce que je me suis dit, attention, il faut aussi savoir rester à sa place, savoir en cas de besoin, quand on identifie quelque chose, se dire qu'il y a des partenaires dont c'est le travail, que moi, c'est pas mon travail, que je peux pas sauver tout le monde, etc., etc. Je peux pas aller beaucoup plus loin sur cette réflexion, mais en t'en parlant, je me rends compte qu'elle est toujours à l'œuvre, parce qu'il y aurait vraiment toujours envie de faire bien, de faire mieux. Et parfois, non, il faut aussi se dire, là, c'est ma limite, c'est ma frontière. Et c'est ça aussi, vivre ensemble, je pense. C'est ça, créer un cadre. Hein. C'est ça, être à sa place. Mais ça reste quelque chose qui continue d'être en réflexion pour moi encore aujourd'hui. Si une personne me voyait là, assise sur le lit, comment me dépeindrait-elle ? Femme quelconque entre deux âges, plus jeune mais pas encore très vieille, cheveux blancs mélangés au blond, maintien correct, c'est-à-dire une silhouette pas affaissée, les seins tiennent encore bien, et heureusement, la lumière matinale qui arrive de la fenêtre ouverte éclaire le visage
qui garde quelque chose d'enfantin. Oui, on pourrait dire que dans ce visage, il y a la trace de la petite fille que j'ai été. Cet air mélancolique dans les yeux. Quant à la jeune femme, c'est sur les marques de son corps qu'on peut la retrouver, et dans toutes les cicatrices au-dedans qu'on ne voit pas. La personne qui me dépeindrait, si elle était dans la chambre où je suis, ne verrait d'ailleurs rien de ces marques sur mon corps, parce que je porte une nuisette en satin couleur pêche, celle que je préfère parce qu'elle est si légère et ne colle pas à la peau. J'aime la façon dont le satin tombe sur mes hanches et glisse entre mes cuisses comme une vague. Je la porte toutes les nuits depuis que les températures ont grimpé. Elle sent la sueur, le jasmin et Paris. Je ne me décide pas à la laver, comme pour garder la trace de cette odeur nouvelle qui émane de mon corps pâle, une odeur âcre sucrée. En venant ici, je m'étais rêvée légère, pensant que l'air allait me vivifier. Mais ce matin, je reste immobile, terrassée par la peur. Je me sens étrangère à moi-même. Où est passée cette femme qui hier encore consacrait un temps infini à se fabriquer un visage, comme on maquillerait un cadavre pour lui donner l'illusion d'être en vie? Pourquoi celle d'aujourd'hui ne trouve-t-elle plus l'élan de se préparer pour le rôle de la fille mignonne et docile qui veut plaire à tout prix? Qu'est-ce qu'être soi quand on est enfermé dans la peau d'une autre? Pendant que je me pose ces questions, le soleil matinal continue son ascension. C'est alors que sur le mur de la chambre apparaît un rectangle de lumière qui effleure mon corps, projetant une ombre sur le lit. Mon ombre. Je décide de sortir à son bras, dans la rue, où d'autres ombres m'attendent. Armel Stépien, L'ombre de la rue. Revue Rien de précis. Spécial rue. La vie professionnelle d'Armel est très chargée, très occupée, et juste après moi, elle avait un autre rendez-vous. Il y a beaucoup de choses qu'elle m'a dites que je n'ai pas pu mettre dans cet épisode. Son parcours professionnel, elle est passée par le théâtre. Elle évoque le théâtre de la colline, à un moment, elle y est restée longtemps. J'ai osé lire une nouvelle qu'elle a écrite en lui demandant la permission, mais sans savoir que je tricoterais cet épisode avec. Je ne sais pas ce qu'elle va en penser. Mais cette femme qui passe son temps, vous l'avez entendu, à parler des autres femmes, que le personnage de la nouvelle lui ressemble ou non, je trouve qu'elle avait bien le droit de dire « je » et pas toujours « nous » par moment.